On part à 380 000 km de la Terre et presque arrivé sur la Lune, un réservoir d'oxygène explose et donc on a perdu une grosse partie de l'énergie électrique. Donc la mission sur la Lune est absolument impossible. Dans la première mission sur Soyouz et Mir, on n'a pas eu de panne grave, on n'a pas eu de panne du tout. Sur le deuxième vol sur la navette, on a eu 2 pannes très graves. S'économiser, presque visualiser, encore une fois, et savoir qu'on n'est pas parti pour un 100 mètres, mais pour un marathon. Je ne parle pas bien le russe du tout. Les magasins sont absolument pas alimentés comme en France. Il y a une grosse différence. Il fait extrêmement froid. J'ai pas de téléphone, j'ai pas de courrier, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de communication avec le monde extérieur. Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leurs visions, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet www.wechamp-entreprise.co. Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité un peu spécial, un invité de marque, un invité qui a été un des rares à côtoyer les étoiles, je dirais. Un des rares Français qui a pu aller dans l'espace. Il s'agit de l'astronaute Michel Tonini. Salut Michel. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci d'avoir pris un petit peu de ton temps pour nous partager ton expérience, ton histoire. Je suis très content que tu sois là parce que tu as un parcours vraiment remarquable. On va le voir, tu as fait énormément de choses. Et puis tu as la particularité aussi en conférence par exemple aussi de savoir très bien illustrer, expliquer les choses et nous plonger dans ton univers. Je vais commencer juste par une question simple. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Alors donc, mon nom Michel Tonini, j'ai commencé par faire des études à l'école de l'air pour être pilote de chasse, où j'étais pilote sur Mirage F1, SMB2 et Mirage F1 sur la base de Cambrai. Puis après, j'étais pilote d'essai en faisant une école de pilote d'essai en Angleterre. Et après, j'ai été sélectionné comme spationaute pour le programme Hermes, qui était une navette européenne qui devait décoller sur Ariane 5. J'ai fait un entraînement en Russie à Cité des Étoiles. À l'époque, c'était l'URSS. Pour faire un vol ensuite, double entraînement en URSS, puis en Russie, pour faire un vol dans l'espace en Soyouz, vaisseau Soyouz et la station Mir en 1992. Puis après, je suis parti en 1993 faire l'IHEDN, c'est l'Institut des hautes études de défense nationale à Paris. Et après, en 1995, je suis parti à la NASA pour faire un entraînement d'astronaute avec la classe de 95, qui s'appelle la classe des escargots. Et j'ai fait un vol dans l'espace en 1999 qui est destiné à lancer un télescope qui va chercher les rayons X qui viennent des trous noirs et des étoiles à neutrons. Et ensuite, en 2003, j'étais le directeur du Centre des astronautes européens à Cologne. Et j'ai recruté 6 astronautes européens, dont Thomas Pesquet. Dont le fameux gendre idéal, Thomas Pesquet. Super. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur ton enfance, parce que c'est là où on se crée nos rêves un petit peu, où ils prennent vie, où on se forge un caractère. Je voulais savoir un petit peu dans quel univers, dans quel contexte tu as grandi, quel enfant tu étais quand tu étais plus jeune. Alors, mon enfance s'est passée en Afrique, donc on partit au Sénégal et puis à Brazzaville, au Congo, avec mes parents qui travaillaient à Air France. Et mon père était contrôleur Air France. Il aurait aimé être pilote, mais il n'a pas pu être pilote parce qu'il n'avait pas assez étudié, parce que pendant la guerre, il a dû s'arrêter pour faire la guerre, 2 fois d'ailleurs. Et donc son rêve était d'être pilote. Mais il était contrôleur,
pour les avions qui se posaient, ils comprenaient le morse. Donc les avions, à l'époque, communiquaient par morse. Donc ils recevaient les avions sur les bases qui étaient en Afrique. Et on recevait aussi les commandants de bord à la maison. Donc ils venaient à la maison. Et mon père était aussi photographe. Donc il développait les films en noir et blanc à l'époque pour tout le personnel navigant, enfin les commandants de bord et les pilotes. Donc ils venaient à la maison. Et j'étais toujours ébloui par ces gens qui avaient beaucoup de prestance, qui racontaient des histoires. Le joli costume. Joli costume. Et puis surtout les histoires qu'ils racontaient qui étaient vraiment bien. Donc j'étais un peu dans ce milieu d'aviation. Malheureusement, le côté scolaire en Afrique ne marchait pas très très bien. Donc on est rentré en France lorsque j'avais 10 ans. Et j'ai recommencé, donc j'ai commencé dans une école, dans un collège en banlieue parisienne. Et là, j'ai eu une rencontre avec un prof de maths qui était fantastique, qui m'a fait décoller en maths de façon vertigineuse. Et donc, j'ai eu un amour pour les mathématiques à tel point qu'à une période, je voulais devenir prof de maths, tellement je trouvais ça facile et tellement intéressant. Donc, j'ai fait un autre lycée qui préparait aux arts et métiers. Et là, j'ai encore la rencontre avec un autre professeur qui faisait du dessin industriel, qui était Monsieur Burtel. Et il m'a donné aussi la passion du dessin industriel. Donc, je dis, c'est sûr, je serai ingénieur. J'arrivais à dessiner des pièces de moteur à la main levée. Donc, c'était pour moi fantastique. Et au moment de faire les classes Maths Sup Maths P, j'ai préféré faire cette préparation dans le cadre militaire parce que j'ai trouvé une préparation militaire qui faisait Maths Sup Maths P, qui faisait du parachutisme à volonté, qui faisait du vol sur avion à volonté, du ski à volonté. J'ai dit ça, c'est vraiment une école fantastique. Alors, c'est l'école des pupilles de l'air. L'école de l'air de Grenoble. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette école? C'est une école qui a une école qui va de la 6e jusqu'à la terminale pour les pupilles de la nation, mais sur laquelle est rattaché des classes de l'air, Maths Sup Maths P, qui préparent l'école de l'air, qui sont ouvertes à tous, mais avec une sélection sur dossier. À l'époque, comme j'avais bien travaillé en maths et en dessin industriel, j'avais des bonnes notes, donc j'ai pu rentrer dans cette école. Et là, je me suis vraiment éclaté, d'abord en mathématiques, et puis en ski, en parachutisme, en avion. Je ne connaissais pas beaucoup le vol, je n'avais pas volé moi-même, donc j'ai fait toutes ces activités-là offertes par l'armée, donc c'était pour moi assez fantastique. Donc de la 6e à la terminale? Non, j'ai fait juste Maths Sup Maths P. De la 6e à la terminale, j'étais en région parisienne, et je suis arrivé en Maths Sup et Maths P uniquement dans cette école des pupilles de l'air, qui était une école vraiment remarquable, et ça m'a, qui préparait l'école de l'air. J'ai dit, bon, c'est mon chemin, et j'ai donc fait l'école de l'air à Salon de Provence pour devenir officier et pilote de chasse. Quel souvenir tu gardes de cette école? Parce que c'est quand même assez atypique, une école qui te propose de faire du parachute, du vol. C'est une école extraordinaire et on a gardé tous les liens d'amitié avec les collègues de cette école à l'époque. Donc c'était en 68, donc c'est il y a très très longtemps. Et je suis même encore copain avec mes instructeurs que j'avais à l'époque, qui étaient à l'école. C'était une ambiance d'amitié, de cohésion, d'alchimie qui était vraiment fantastique et que j'ai gardé jusqu'à maintenant. Ouais. Et puis ça forme. Ça forme bien. Et surtout, ça m'a préparé ensuite quand j'étais à l'école de l'air, qui est une école militaire. Donc là, j'étais déjà dans la mouvance de la préparation militaire. Donc j'étais à l'aise. Et cette avance que j'ai eue par rapport aux autres m'a toujours servi en bien dans le futur, dans l'avenir. Bon, super. Et ben, on leur passe le bonjour et puis une petite dédicace à notre stagiaire Valentin qui lui aussi a fait l'école du Puy de l'air justement. Bravo. Voilà. Et donc alors après tu te dis voilà je veux aller dans le domaine de l'aéronautique, de l'aérospatiale. Tu vas faire l'école de l'air pour être pilote? Oui. Tout de suite, enfin durant cette prépa, tu sais que tu veux te Oui. diriger vers le métier de pilote. Donc je me destine à être pilote de chasse par l'école de l'air. C'est une école qui dure 3 ans, 2 ans théoriques où on passe un diplôme d'ingénieur. Et la 3e année, c'est du pilotage à l'époque sur avion Fouga Magister, donc un vieil avion mais qui fonctionnait bien. L'avion à hélice? Avion à réaction. C'était avion à réaction. On commençait dans les 2 premières années à faire de l'avion à hélice, du mousquetaire. Et ensuite, la 3e année, c'était vraiment l'avion à réaction. Donc ça allait très très vite. Donc au début, c'est un petit peu difficile, hein, ce sont des vols difficiles. Donc chaque vol, on va apprendre au fur et à mesure à gravir les échelons pour arriver au bout d'1 an à un niveau assez important. Et le circuit de chasse fait qu'on passe de l'école de l'air à Salon de Provence. Au bout d'1 an, on va ensuite à Tours, qui est l'école, sur un autre avion, qui était le T-33. Et après, on partait sur Cazaux pour faire du Mystère 4. Donc il y avait une évolution progressive sur des avions de plus en plus complexes. Et après le Mystère 4 qui est à Cazaux, on était affecté en escadron de chasse. Donc ça pouvait être partout en France
Moi, j'étais affecté à Cambrai à cette époque-là. D'accord, donc tu as quel âge quand tu finis l'école Quand j'ai fini, j'ai 24 ans. J'arrive à Cambrai en escadron à 24 ans. Ok. Alors, cette formation de pilote, tu en parles comme si tu faisais un petit MOOC en ligne, comme ça, mais c'est quoi les moments difficiles que tu as eu peut-être dans cette formation? Parce que ça ne va pas être évident, même si on aime les maths, même si on aime le vol. Ça a été quoi les difficultés peut-être dans l'apprentissage que tu as pu rencontrer? Chaque vol se fait avec une difficulté progressive, et donc chaque vol est fait avec un instructeur. Et dans la progression qui va durer 1 an à Salon de Provence, il y a par exemple 5 vols qui vont se faire avec un instructeur, puis après il y aura un vol solo. Donc on est entrecoupé de vols solo et de vols avec instructeur. Et les vols avec instructeur sont des vols de difficulté progressive. Donc c'est d'abord des vols en ligne droite, puis des virages serrés, puis des décrochages, puis des vrilles, puis de la voltige. Donc tout va être progressif en augmentant la difficulté. Après, c'est du travail en formation à 2 avions, donc, et puis de difficultés progressives aussi. Donc on apprend tout ça au fur et à mesure. Et chaque vol est noté par l'instructeur avec un débriefing. Donc il y a un briefing avant le vol qui explique ce qu'on va faire. On pose des questions. L'instructeur va nous dire il faut faire attention à tel point, à tel point. Après, on fait le vol. Après, il y a un débriefing après le vol. Et moi, ce que je faisais personnellement, déjà à cette époque-là, que j'avais en moi, c'est que je me faisais un débriefing perso. C'est-à-dire que le soir, arrivé à la maison, je me dis bon là, j'ai loupé ça, j'ai pas été assez attentif à tel point. J'ai toujours pris en note les échecs ou les difficultés que j'ai eues à un vol particulier pour me concentrer sur le vol d'après pour essayer de corriger l'erreur que j'avais faite. Donc ça, c'est un truc que j'ai toujours pris. J'ai fait toujours après le débriefing avec l'instructeur, oui. Toi tu te faisais... En plus, je me disais, bon, pourquoi j'ai pas fait ça? Et donc, je faisais un exercice de visualisation. C'est-à-dire que j'étais à la maison le soir sur mon tabouret et j'essayais de revivre les yeux fermés ce que j'avais fait et pourquoi j'avais pas fait attention, de manière à me concentrer sur le circuit neuronique nécessaire à être plus performant sur les tâches que j'avais loupées. Parce que certaines tâches, j'arrivais bien à le faire, comme atterrissage ou bien décollage. Mais après, par exemple, la boucle, je ne faisais pas la bonne vitesse ou j'arrivais trop bas en vitesse en haut. Donc j'essaie de comprendre pourquoi et de corriger sur le vol d'après. Et ça, j'ai toujours fait comme une sorte d'honnêteté intellectuelle personnelle. Je ne faisais même pas pour faire plaisir à mon instructeur. J'ai dit, bon, c'est bon, il faut que j'y arrive. Pourquoi j'y arrive pas? Il faut vraiment que je me débriefe à moi. Et tu voyais la différence de cette visualisation, cette remise en question? Et ça m'a complètement aidé, tout le temps. J'ai fait ça tout le temps. Okay. Je ne me suis pas fait de cadeau, personnellement. Je ne me suis jamais dit, je suis un cador. Je me suis dit, bon, voilà, il y a un truc à faire, à progresser. Alors, j'ai eu des difficultés, bien sûr. Les vols de nuit étaient difficiles pour moi, au départ. Les vols de nuit en solo étaient difficiles pour moi. Donc, j'ai dû... quand j'avais des difficultés, j'ai dû d'abord me débriefer moi-même. Et quand je n'arrivais pas tout seul, j'ai dû en parler à l'instructeur pour me dire, bon là, j'arrive pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et les instructeurs ont toujours été vraiment des gens bienveillants qui m'ont dit, bon, on va faire 2-3 vols ensemble pour voir où est le problème et tu vas bien aller. Mais c'est vrai qu'il faut bien avoir cet alignement intellectuel pour reconnaître où il y a le problème et le corriger tout de suite. Et ça, c'est important de le faire en école de pilotage dès le départ, pour que les problèmes de pilotage par la suite ne s'aggravent pas. Ouais. Et ça, c'est un petit peu vrai aussi pour le management, et c'est aussi un peu vrai dans la vie personnelle. Ouais, parce que ce sont des réflexes qu'on peut prendre ou ne pas prendre, et qui vont s'accentuer dans le temps. Qui vont s'accentuer dans le temps, et après, ça fait la différence sur un pilote qui va réussir ou pas. Et la visualisation, alors moi je sais que j'en faisais un petit peu avant, par exemple, avant des négociations. Fort en jeu, j'essaie de visualiser, ça a aidé, mais ça peut servir de manière générale à tout le monde de l'entreprise, tu penses? Moi, je pense que ça sert beaucoup. Dans le milieu spatial, ça sert beaucoup. L'exemple que je prends souvent dans l'espace, c'est l'exemple d'Apollo 13. Rappelez-vous. Alors, moi, je ne me rappelle pas, je t'avoue. Tu peux nous refaire un topo sur cet accident? Apollo 13 est une mission Apollo qui va sur la Lune, et on part à 380 000 km de la Terre, et presque arrivé sur la Lune, un réservoir d'oxygène explose, et donc on a perdu une grosse partie de l'énergie électrique. Donc la mission sur la Lune est absolument impossible. Donc il faut sauver la mission, sauver l'équipage. Donc on arrête de penser qu'on va se poser sur la Lune à cette mission-là. Et là, il faut sauver l'équipage. Donc il y a 2 scénarios. Ou faire demi-tour, auquel cas on va freiner et on risque de dépasser la Lune. Ou on se sert de passage autour de la Lune pour que la gravité de la Lune nous ramène vers la Terre. Donc ça.
Et le gars qui est au contrôle à ce moment-là, c'est Gene Kranz, qui est un contrôleur américain, qui visualise la trajectoire du vol. Il dit, à ce point-là, il vaut mieux continuer vers la Lune pour faire le tour de la Lune et rentrer vers la Terre gratuitement, parce que c'est la Lune qui va nous faire rentrer vers la Terre. Donc ça, c'est la visualisation. C'est savoir où on est et prendre la bonne décision au bon point. Ça, c'est un exemple qui est visualisé sur un exemple concret d'Apollo 13, mais ça peut se faire sur n'importe quelle chose, en management par exemple, et vous dites, à tel point, cette année, je suis à tel résultat, et bien dans 2 ans, il faut que je sois à tel niveau, sinon j'ai une catastrophe sur mon entreprise. C'est de la visualisation. D'accord. Alors, donc tu es breveté pilote de chasse en 1974. Tu pars à Cambrai et assez rapidement tu deviens chef de vol. Alors ça veut dire quoi chef de vol par rapport à un pilote? Alors comme j'ai dit, ce qui est vraiment bien dans cette formation de pilote de l'armée de l'air, c'est qu'à partir du moment où on est déjà élève, pilote, jusqu'au diplôme final, on est toujours en évolution et on passe toujours des examens. Donc quand on est élève, chaque vol est un examen. Après 1 an, on change d'endroit, on va changer d'avion, on va reprendre une progression avec chaque jour encore un examen. Et lorsqu'on est en escadron, eh bien, il y a tout d'abord la première année où on est considéré comme pilote à l'instruction, donc on va faire des tâches simples, on va partir avec un avion en monoplace, donc j'étais seul dans mon avion, mais avec à côté un avion qui me faisait faire des manœuvres spécifiques, et parfois je partais seul, complètement seul en solo, sans autre avion. Et au bout d'1 an, on devient pilote opérationnel, et donc on est toujours capable de faire une mission, mais seul, une mission opérationnelle, et après, au bout d'1 an, on devient sous-chef de patrouille, donc on peut partir faire ces missions-là à 2 avions, et au bout d'1 an, on devient chef de patrouille, on peut partir à 4 ou 10 ou 15 avions. Et après, on devient commandant d'escadrille. Donc c'est une progression qui est vraiment des vols qui sont progressifs. La responsabilité est progressive, on apprend de façon progressive, et on prend des responsabilités de façon progressive aussi. D'accord. Alors, c'est quoi la différence, par exemple, entre un chef de vol et un commandant d'escadrille, par exemple? Alors, le chef de vol, c'est-à-dire, on appelle ça le chef de patrouille, hein, c'est un pilote qui va pouvoir amener de Cambrai jusqu'à un point, l'objectif, par exemple, 5 ou 8 avions ou 10 avions, et revenir en faisant la mission complète. Donc, il va savoir faire le briefing pour expliquer ce que nous allons faire, pour donner des rôles spécifiques à chaque personne. D'accord. Pour décoller avec la patrouille complète, s'occuper de chaque avion alors qu'il est seul dans son avion, donc une bonne communication assez rapide et assez claire pour que les gens comprennent ce qu'il y a à faire, arriver sur l'objectif, repréciser les tâches et éventuellement changer les objectifs si jamais il y a une différence de configuration par rapport à ce qu'on a envisagé, et ensuite revenir au bercail de façon sécurisé pour que tout le monde se pose complètement. Le commandant d'escadrille, c'est différent, c'est lui qui va organiser le planification des vols pour l'ensemble des pilotes de l'escadron. Donc pour un escadron, c'est combien d'avions? Alors un escadron, à l'époque, c'était 15 avions, 2 commandants d'escadrille et environ 20 pilotes. Et 100 mécaniciens, grosso modo. Okay. Alors, du coup, ensuite, tu deviens général de brigade aérienne, donc responsabilité encore un cran au-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est ça, général de brigade aérienne? Alors, les échelons ne montent pas aussi vite. On commence dans l'armée grade aspirant, puis sous-lieutenant, puis lieutenant, puis capitaine. Quand je suis commandant d'escadrille, je suis capitaine. Après, j'étais faire l'école des pilotes d'essai. Après, j'étais chef pilote d'essai, et là, je suis passé, je crois, commandant, puis lieutenant-colonel, puis colonel, et je suis passé général lorsque j'étais à la NASA pour mon 2e vol. Alors du coup, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est cette école pour devenir pilote d'essai. C'est quoi pourquoi on veut devenir pilote de test? Parce que on se met un peu en danger quand même, pilote de test, mais toi, alors déjà, c'est quoi devenir pilote de test, et puis c'était quoi ta motivation à faire ça? Donc, quand j'étais en escadron, je pilotais un seul avion, qui était le Mirage F1. C'était mon avion de base. Quand j'étais à Cambrai, dans cet escadron, et dans cette escadre, est venu, au bout de quelques années, un ancien pilote d'essai qui arrivait du centre d'essai en vol et qui venait dans les forces classiques où nous étions et qui nous a expliqué en quoi consistait le travail de pilote d'essai, que je ne connaissais pas.
Donc il nous a expliqué qu'on volait sur différents avions, qu'il fallait refaire une école avant et qu'on testait des nouveaux systèmes, des nouveaux avions. Et j'ai trouvé son approche vraiment bien parce qu'elle m'a rappelé le sentiment que j'avais lorsque j'étais au lycée et que j'ai commencé à vouloir prendre cette carrière des arts et métiers, d'être ingénieur. Et c'était vraiment le travail qui me permettait d'associer le pilotage opérationnel avec la phase intéressante de l'ingénieur. Donc j'avais les deux parallèles qui étaient comme ça. Et plus je parlais avec lui, plus il me réconfortait dans le fait que cette voie m'ouvrait le parallèle entre l'ingénieur et le pilote de chasse. Donc je me suis engagé dans cette voie-là, qui n'était pas simple, parce qu'en tant que commandant d'escadrille, pendant 2 ans, j'ai dû préparer, revoir les examens, revoir les cours de mathématiques, de physique, etc., pour passer un examen théorique pour être admis à l'école de pilote d'essai. Puis après un examen en vol. L'examen en vol est assez complexe dans le genre où si vous êtes pilote de chasse, il faut faire un essai complexe sur un avion de transport, un avion à hélice ou un avion en réaction, mais de transport, et vice-versa. Si vous êtes pilote de transport, il faudra faire un essai sur un pilote de chasse. Donc il faut savoir s'adapter. Et l'adaptation, c'est un élément qui est extrêmement important pour nous pilotes, mais également dans le management. Il faut s'adapter à des nouvelles donnes. On le voit en ce moment, les choses changent, il faut s'adapter. On ne peut pas rester fixe sur une voie donnée, donc il faut avoir de la réactivité qui est liée au sentiment et à la faculté d'adaptation que nous apprenons lorsqu'on est pilote d'essai. Donc j'ai fait une école qui était en Angleterre, qui est l'école de Boscombe Down, qui est l'école de l'Empire. Et dans cette école, pour vous apprendre à vous adapter, eh bien, on n'a pas un seul avion, mais on a 10 ou 15 avions. C'est-à-dire que moi, qui étais pilote de chasse, j'ai dû voler sur 10 avions différents, qui étaient des Jaguars, des Hunters, des avions de transport, des avions des petits, des grands. Et on a fait non seulement des vols sur 10 avions différents, mais en plus, on faisait des rapports, on écrivait sur chaque vol ce qu'on avait découvert comme problème ou comme test, on avait une thématique spéciale. Et en plus, on faisait des vols complexes. Le dernier trimestre, par exemple, on montait en Hunter à 45 000 pieds. Un Hunter, c'était un avion de chasse anglais assez ancien, et un biplace côte à côte. Et on faisait des vrilles d'eau. Donc on passait à 45 000 pieds. Une vrille d'eau, c'est... C'est-à-dire que c'est l'avion qui part en vrille. Mais au lieu de faire une vrille normale sur le ventre, il faut que l'avion passe sur le dos. Et pendant cette vrille d'eau, par exemple, qui descendait de 45 000 pieds à 20 000 pieds, il fallait, pendant la vrille d'eau, mesurer tous les paramètres de la vrille, c'est-à-dire le temps écoulé pour chaque tour de vrille, l'altitude perdue pour chaque tour de vrille, les oscillations et le maximum de paramètres. Donc je notais comme je pouvais ou que je mémorisais. Et ensuite, quand je revenais au sol, j'écrivais un rapport sur ces données-là. Donc c'était un travail qui est très demandant et parfois on peut se laisser prendre. Et ça m'est arrivé une fois dans ma carrière d'école de pilote d'essai de vouloir faire trop de points d'essai et de rentrer court pétrole. Et là, c'était la sanction. De rentrer court pétrole, c'est-à-dire rentrer short pétrole, rentrer avec moins de pétrole. Très peu de carburant. Très peu de carburant. Tu prends un risque. Et là, donc, les instructeurs pour ça étaient intransigeants. Et je m'en suis souvenu parce qu'une fois après, quand j'ai fait des essais en vol, après quand j'étais pilote d'essai, une fois je suis rentré court pétrole et je me suis souvenu que les instructeurs à l'époque m'avaient dit les essais c'est une chose, mais la sécurité c'est vraiment très important. Et ça c'est aussi un parallèle avec le monde du management. Il y a la mission de faire tourner sa boutique, mais quand il y a la sécurité, c'est-à-dire la finance qui est vraiment très très mal, ou bien la sécurité des personnes qui vont très très mal, eh bien ça a une priorité par rapport à tout le reste. Safety first. Safety first. Alors du coup, on va reparler un petit peu de la gestion de la sécurité, parce que il y a une notion de sécurité quand tu es pilote d'essai, mais aussi la notion de sécurité aussi qui est omniprésente quand tu vas dans l'espace. Je voulais continuer un petit peu de manière linéaire pour savoir, donc voilà, cette carrière d'astronaute, du coup, comment ça a commencé en fait, parce que donc tu es pilote d'essai, une fois que tu obtiens comment dire, donc un diplôme de pilote d'essai, qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis, enfin, qu'est-ce que fait un pilote d'essai d'habitude après ça en fait, une fois qu'il a le diplôme de pilote d'essai? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent pour des constructeurs. Alors moi, je travaille pour le centre d'essai en vol qui était à Cazaux. Il y a 3 centres à l'époque. Il y a Istres, Cazaux et Bretigny, et qui appartient à la Direction générale de l'armement. Donc je travaille pour le gouvernement sur les programmes militaires. Donc à chaque fois, je suis affecté à Cazaux, et chaque vol, chaque jour, j'avais une discussion avec les ingénieurs qui étaient sur place pour discuter des différents programmes qu'on avait à faire sur l'année ou sur les 3 années ou les 5 années à venir. Donc il y avait différents programmes sur différents avions, et c'est un petit peu une continuité de l'école de pilote d'essai, parce qu'on avait 20 avions différents, et il fallait
parfois, ça m'est arrivé de voler sur 5 avions différents dans la même journée. Donc il fallait s'adapter complètement, aller sur un Mirage, puis aller sur un Jaguar, puis aller sur un Mystère 20, puis aller sur un Météor. Donc c'est des avions différents avec des essais différents, de complexités différentes. Moi j'ai fait des vols par exemple, à l'époque c'était des vols de nuit. Tes vols préférés C'était des vols préférés à très basse altitude, vraiment en genre 100 mètres du sol, avec des lunettes, les premières lunettes de vision de nuit. Donc il fallait qu'on puisse savoir, qu'on puisse démontrer est-ce qu'on peut faire un vol de nuit avec ces lunettes amplification de lumière. Et à ce moment-là, la lunette, elle était encore à l'état de prototype, j'imagine. Alors elle n'était pas de très bonne qualité, donc on y allait progressivement. On y allait bien sûr d'abord avec la pénombre et après la nuit complète. Et puis on avait aussi un pilote, on avait 2 pilotes, donc moi avec les lunettes à côté et puis à droite un autre pilote qui avait juste les instruments classiques pour la sécurité. Donc la sécurité est toujours omniprésente. Ouais. Mais j'ai fait des vols de lancement d'engins spécifiques qui étaient des prototypes bien sûr. Et puis j'ai fait des vols de démonstration. Par exemple, un des vols extrêmes que j'ai fait, c'était un vol où il fallait passer à 800 à l'heure, je crois, à 4 mètres du sol ou à 5 mètres du sol, à 1 mètre près. Donc, alors c'était des vols complexes et qu'on préparait bien sûr. On préparait d'abord... C'est des vols qu'on faisait très tôt le matin, qu'on faisait à 6 heures du matin pour que l'air soit extrêmement calme. Et puis on passait progressivement, donc au départ c'est 10 mètres. Et puis chaque vol permettait de descendre l'altitude progressivement pour arriver précisément. Donc le but c'était d'arriver à 1 mètre du sol, à 1 mètre d'un point précis au sol, qui ne bougeait pas bien sûr. Et nous on était à 800 à l'heure. Mais l'objectif, c'était pas un concours Non, à chaque fois c'était des essais qui étaient fait en équipe avec le pilote d'essai, qui était moi ou mes pilotes d'essai, j'en avais 5 ou 6, plus les ingénieurs qui étaient au sol, qui demandaient une tâche précise, une tâche spécifique. Alors, du coup, comment t'es venu l'envie d'être astronaute? Comment t'as rejoint D'abord, en 1980-82, il y a la sélection et le vol des premiers astronautes français, qui sont Jean-Luc Chrétien, avec Patrick Baudry, qui s'entraîne également avec lui. Donc je suis au courant je sais que ce sont des pilotes de chasse qui sont plus anciens que moi, mais qui sont à Moscou. Et je sais aussi que la France et l'Europe s'orientent vers un programme qu'on appelle le programme Hermès, qui sera une navette européenne, une navette spatiale, plus petite que la navette américaine bien sûr, lancée par Ariane 5. Donc il y a un couple qui est fait, qui est Ariane 5, le lanceur français, européen je veux dire, Hermès, qui est la navette européenne, et aussi une petite station spatiale qui sera une station européenne qu'on appelle Columbus. Et donc le total prend forme, Hermès est lancé, et pour ce programme d'Hermès, qui est un avion, donc Hermès c'est une fusée au décollage, c'est une petite station spatiale ou un vaisseau spatial dans l'espace, et c'est un planeur hypersonique au retour. Donc il fallait le piloter manuellement. Et donc c'est pas, excuse-moi je te coupe, mais c'est pas comme, je dirais, la plupart des vaisseaux où en fait donc on a un lanceur type Ariane, on voit quelque chose dans l'espace et après on a une capsule type, je crois que c'est Soyouz ou bien SpaceX, qui est freinée par l'air. Oui. Là c'est un planeur. C'est un planeur. Donc il fallait, c'est des avions hypersoniques, donc il faut absolument le piloter avec des gens qui connaissent les vols à haute performance. Donc nous on est habitués à voler à Mach 2 à très haute altitude et donc c'était important d'avoir des pilotes d'essai pour essayer l'avion et le piloter ensuite. D'accord. Donc il y a un recrutement qui s'organise en 1985 où on recrute des astronautes, des spationautes à l'époque pour le programme Hermès et pour les programmes scientifiques français. Cette sélection, elle est uniquement française et dans cette sélection de 7 spationautes, il y a 2 pilotes d'essai, Jean-Pierre Aigneret et moi-même. Alors, donc comment ça se passe cette sélection ? Une sélection qui dure 1 an, qui va commencer d'abord par remplir un dossier de renseignements sur ce qu'on a fait comme biographie avant, ce qu'on a fait comme travail avant, des questionnements sur la psychologie, sur le médical. Donc tout ça c'est par écrit bien sûr, c'est un dossier d'environ 20 pages. J'ai dû mettre un week-end pour le remplir. Et je l'ai envoyé le lundi matin. Et après, au bout d'1 mois, vous avez une réponse, que votre dossier est accepté ou pas. Le mien a été accepté. Et ensuite, vous commencez les tests. Les tests vont durer 1 an. Les tests sont progressifs. Donc, les premiers tests, c'est le tabouret tournant qui va tester votre résistance vestibulaire,
qui est le mal des transports, le mal de l'espace. Résistance vestibulaire, donc c'est l'envie de vomir un peu. Envie de vomir, exactement. Donc, comment ça se passe ce test? Alors c'est un test qui est sur un tabouret qui est vertical, et pendant ce test, vous allez tourner autour d'un axe vertical à 180 degrés par seconde, et toutes les 5 secondes, il faut baisser la tête à l'horizontale, puis remonter la tête à la verticale. Donc il y a une espèce de diagonale qui va rentrer dans le cerveau et qui vous donne très très mal au cerveau. Et là, honnêtement, j'étais pas très très fort. Déjà, au bout de 30 secondes, j'étais pas bien. Mais j'avais quand même la niaque de réussir. Donc j'ai réussi à tenir 1 minute. Il fallait tenir 8 minutes. Donc de 30 secondes à 30 secondes, je suis resté et j'ai tenu jusqu'au bout, qui était le test éliminatoire. C'est-à-dire que si je loupais ce test-là, je n'y arrivais pas. Mais j'avais le cran. Donc je suis sorti pas en bonne forme, mais j'avais passé les 8 minutes. Mais tu as réussi. Voilà. Après, il y a eu les tests psychomoteurs, qui sont des tests d'agilité, de réactivité de vos mains, de vos jambes, avec des signaux lumineux ou des signaux sonores. Voilà, des tests qu'on appelle des psychomoteurs, qu'on a comme pour tous les pilotes, bien sûr. Alors, étant pilote, c'est assez facile quand même. Après, des tests psychologiques individuels et en groupe. Ouais, alors ça, on va revenir, parce qu'effectivement, on n'envoie pas n'importe qui dans l'espace. Ouais. Après, après ça, il y a des tests médicaux assez complexes, assez poussés, qui sont assez longs. Après, il y a il y a plusieurs interviews. Et après, il y a le board final avec le directeur du CNES qui vous dit que vous êtes sélectionné. Au total, ça prend 1 an. Alors, est-ce il y a aussi à cette époque-là déjà la centrifugeuse? Oui, il y a aussi, j'ai oublié le test en centrifugeuse qui se passe à Bretigny, que je passe aussi. Alors comment ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu Alors on est aussi dans une cabine, mais la centrifugeuse pour nous c'est une répétition de ce qu'on fait en avion. Donc on est dans une centrifugeuse, on est assis, on est bardé d'électrodes et de capteurs spécifiques, et on est filmé par une caméra bien sûr, et on tourne à une certaine accélération. Donc à l'époque ça devait être 6G ou 8G, donc on fait 8 fois son poids, mais on le fait de façon assise, c'est-à-dire que dans ces jets que nous avons avec une pression qui va aller vers le bas, on a la pression sanguine qui quitte le cerveau, donc on a le voile, on peut avoir le voile gris, voire le voile noir, voire la syncope. Donc c'est pour vérifier la résistance abdominale, la tension musculaire et la tension artérielle. Capacité à garder le sang un peu voilà, haut du voilà. corps. Donc quand on est en avion, on fait ça avec des pantalons anti-G. Ouais. Là, dans la centrifugeuse, on le fait juste en pression sur les abdominaux. Donc il faut avoir une habitude de le faire, bien sûr. Mais nous, en tant que pilote de chasse, on était... Ouais, tu étais rodé à l'exercice. Alors, du coup, là, par exemple, c'est 6-8G. Le décollage d'une fusée, on prend combien de G Alors, si ça se passe bien, c'est 4G. 4G chez les Russes. Et chez les Américains, sur la navette, c'était 3G. On était limité à 3G. Donc 3 fois votre poids, mais ce n'est pas des jets dans le sens comme ça, parce qu'on est sur le dos, donc c'est des jets qui vont vers le ventre, donc il n'y a aucun risque de syncope. On a juste un risque, en cas d'éjection, de prendre 8G, et une fois en retour balistique, je crois qu'un vol a pris 20G, donc on a le risque à ce moment-là que la cage thoracique s'écrase sur le cœur et que le cœur ne batte pas. Donc il faut faire attention, et on apprend en centrifugeuse à respirer avec la cage thoracique dégagée, en laissant 70% d'air dans le poumon et en respirant avec le diaphragme. Donc c'est des techniques qu'on apprend, qui ne sont pas très complexes, mais une fois qu'on a vu ça avec un médecin ou avec un instructeur, on le fait très bien. Donc si on se fait éjecter, on peut quand même survivre. Oui, on peut survivre. Oui. Ok. Alors, donc après toutes ces batteries de tests, quelle a été ta première mission et surtout combien de temps après? Parce qu'on a beau passer le test d'astronaute, le réussir, pardon, on ne part pas dans l'espace tout de suite. Alors, après ce test-là, donc, quand on a été sélectionné comme spationaute, après il y a encore une autre sélection pour décider qui allait partir à l'entraînement. Et on finit la sélection fin 85 et début 86 arrive l'accident de Challenger, la navette américaine qui explose. Donc, alors, ça a été quoi cet accident, juste pour rappel? C'est la navette qui décolle et un des joints en caoutchouc, des joints toriques des boosters à poudre, va fuir. Donc les boosters, c'est ce qui propulse la fusée? C'est une partie. Il y a les moteurs cryogéniques de la fusée, de la navette, plus les boosters à poudre. Et l'un des boosters va fuir parce que ces joints sont en caoutchouc et parce qu'il fait très froid ce jour-là. Donc le caoutchouc n'est pas vraiment efficace. Il se resserre, il devient dur et donc il ne devient pas étanche. Et donc la fuite, malheureusement, ce jour-là, elle passe au niveau du joint en caoutchouc en direction du réservoir extérieur qui est plein d'hydrogène et d'oxygène.
Donc ça explose. Hein. Imaginez-vous, la navette américaine, elle pèse 2000 tonnes de poids au décollage et il y a 3500 tonnes de poussée. Donc 3500 tonnes de poussée, principalement hydrogène, oxygène. Donc ça fait une explosion très très intense et l'équipage est décédé. Donc il a fallu qu'on revoie d'abord le programme d'Hermès, complètement avec la sécurité, ce qui a pénalisé Hermès de façon très sérieuse, mais surtout, on a dû revoir le plan d'entraînement des 7 spationautes français. Et moi qui étais prévu pour aller à la NASA pour faire un entraînement sur la navette et voler sur la navette, eh bien, je me rajoute à un entraînement en Russie de cosmonautes et je pars à la Cité des Étoiles en novembre 86 avec Jean-Loup Chrétien. À l'époque, je suis doublure. Donc, je change complètement. Et là, c'est pour ça que, encore une fois, il faut s'adapter. J'étais parti pour aller aux États-Unis. Je pars en Russie. Je parlais l'anglais. J'ai dû apprendre le russe. Donc, il faut encore s'adapter. Donc, il faut s'adapter, accepter. Ouais. Et j'arrive en URSS. Alors, c'est quoi, justement, un peu les chocs culturels qu'on peut avoir? C'est quoi les différences majeures entre la façon de travailler ou la culture de manière générale européenne, russe? L'arrivée en URSS est un choc culturel assez important parce qu'on n'a pas la liberté. On est d'abord à 1 heure de Moscou. On est en 1985. Donc, 86, oui. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas beaucoup de radio. Je ne parle pas bien le russe du tout. Les magasins sont absolument pas alimentés comme en France. Hein. Il y a une grosse différence. Il fait extrêmement froid. J'ai pas de téléphone, j'ai pas de courrier, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de communication avec le monde extérieur. Donc c'est quand même un peu stressant. Mais bon, au fur et à mesure, j'arrive. Mais ceci dit, les Russes sont extrêmement gentils, extrêmement sympathiques. Ils montrent qu'ils aiment la France. Et, quand ils parlent français, ou 2-3 mots, ils me disent, voilà, je sais dire ça en français. Donc sur le plan humain, c'est très bien. Mais sur le plan changement de vie, c'est un choc énorme. Donc il faut accepter. Et pour ça, j'ai toujours eu des référentiels qui sont les mêmes, qui sont le sport et la lecture. Donc là-bas, j'avais des livres et j'avais du sport, parce qu'il faut faire du sport pour être astronaute. Donc le sport m'a équilibré et la lecture m'a aussi équilibré. Donc les deux poules, les deux parallèles m'ont vraiment bien gardé pendant l'entraînement qui était difficile. Et dans cet entraînement, il faut d'abord apprendre le russe, complètement, bien. Puis après, combien de temps tu as mis pour apprendre? Il m'a fallu quand même presque 1 an pour comprendre bien le russe, entre 6 mois et 1 an pour bien comprendre le russe. Mais intensif. Pour le russe littéraire. Après, le russe technique, c'est quand même plus facile. Au bout de 2 mois, je comprenais. Parce que le russe technique, c'est apprendre les systèmes, le système d'oxygène, le système de température. Et les systèmes de régulation de température ou d'oxygène, ou de tous ces systèmes moteurs d'un vaisseau, c'est quand même quelque chose qu'on le connaît un petit peu, parce que c'est une répétition de ce que nous avons dans les avions aussi. Un petit peu, l'oxygène, comment fonctionnent les moteurs, les clapets, c'est des choses qu'on connaît bien. Donc le russe technique, j'y arrive en 2 mois, mais le russe littéraire, il me faut quand même plus que ça, il faut 6 mois. Ouais, parce qu'un autre alphabet... C'est un autre alphabet. L'alphabet, c'est 15 jours, c'est très facile. Ah oui. C'est la partie la plus facile. Mais après, c'est les déclinaisons qu'on ne connaît pas bien, les déclinaisons... les choix des mots, et puis la construction des mots en russe, qui est une construction assez mathématique, parce que chaque mot russe, finalement, c'est une racine qui est toujours la même pour certains mots, des suffixes. Donc, si on a compris un petit peu cette méthode de fabrication des mots russes, on arrive après. Mais il faut s'adapter encore une fois. Il faut vraiment s'adapter à ce monde russe. Et j'ai un peu de mal quand même, à cause de la privation des libertés, et puis de l'entraînement qui est dur. Alors, c'est-à-dire, c'est dur? C'est difficile parce qu'il faut faire les cours tous les jours. Tous les jours, j'ai des cours de russe, des cours techniques. Après, il y a le sport le soir de 5h de 17h à 19h. Après, il y a le repas le dîner du soir. Et après, le soir, il faut réviser les cours. Et moi, mes cours, je les prenais dans un mixte je prenais des cours en mixte d'anglais, de français et de russe. Donc, j'écrivais dans les 3 langues pour essayer de marquer le maximum de données sur ce que j'avais compris. Donc j'essaie de déchiffrer ce que j'avais compris pour l'apprendre bien et pour être en forme pour le lendemain, pour le cours du lendemain. Parce que le cours sont progressifs, c'est comme une progression de pilotage. Donc il faut apprendre
le jour numéro 1 pour être prêt pour le jour numéro 2, etc. Si on n'a pas bien donc, appris le jour numéro 1, le jour 2, après on donc d'abord, ce sont des cours théoriques sur les systèmes, puis après, c'est comprendre les pannes des systèmes, comment résoudre les pannes des systèmes, puis après, c'est le passage au simulateur, le simulateur individuel de chaque système, puis après, le simulateur global, où on va répéter les checklists normales, les checklists secours, et après, on fait les pannes superposées. Donc, c'est une progression qui va augmenter de plus en plus. Donc on est dans des situations de plus en plus compliquées. Oui, ça se termine toujours avec un décollage normal. On est en scaphandre, le décollage se passe bien, on a une panne radio, bon, on règle la panne radio, puis après on a une panne électrique, bon, après on a une panne d'oxygène, on règle ça aussi, et puis après on a une dépressurisation, donc il faut gonfler le scaphandre, et donc il faut faire les checklists sur son petit carnet de checklists, avec le scaphandre gonflé, et donc les mains qui ont triplé de volume, puisque les mains... C'est ça, une dépressurisation. Il faut gonfler le scaphandre, parce que si le scaphandre est dépressurisé, le sang et les liquides vont rentrer en ébullition en 2 minutes, par les lois de Dalton. Donc le scaphandre, il est vital pour nous. Et les entraînements se font pour que le scaphandre soit toujours gonflé, pour qu'on puisse s'entraîner dans les conditions les plus difficiles. Et qu'est-ce qu'on ressent alors quand le scaphandre il est pressurisé? Il faut s'habituer à travailler avec le scaphandre pressurisé. Donc, quel effet ça, on ressent quoi en fait? On se ressent, on est très imprécis pour tourner les pages, pour écrire, parce qu'il faut écrire les pressions, les données. C'est quoi en fait? C'est dans la mobilité, est-ce que physiquement c'est dur, oui, par exemple, de faire des mouvements? Oui, c'est très dur. C'est 0,4 atmosphères, donc c'est comme si vous aviez une pince à serrer constamment, les pinces de musculation, mais il faut faire ça pendant 8 heures. D'accord. Donc c'est quand même assez dur, c'est fatigant, il ne faut pas en faire trop, il faut savoir gérer, s'économiser, presque visualiser, encore une fois, et savoir qu'on n'est pas parti pour un 100 mètres, mais pour un marathon. Et ce que j'ai appris dans ces séances de simulation et que j'ai partagé avec des managers il n'y a pas très longtemps, c'est que plus la panne est grave et plus c'est urgent, plus il faut aller lentement. Et je me souviens, l'une de mes simulations, j'avais une panne qui était assez complexe et j'avais fait cette panne déjà, donc j'ai voulu à un moment donné régler la panne rapidement, donc j'ai appuyé sur les interrupteurs qui allaient bien. Et bien sûr, c'était la bonne procédure, mais quand je me suis posé après 8 heures, le commandant de bord qui avait de la bouteille m'a dit « Tu sais Michel, c'est très bien ce que tu as fait, mais il n'y avait pas d'urgence. Il vaut mieux faire lentement. Plus c'est rapide, plus il faut aller lentement. Même si nous volons à 28 000 km/h, il faut aller lentement. » Et ça, c'est des choses aussi qu'on peut avoir en management. Quand ça va très très mal, on a tendance à agir dans l'urgence. Dans l'urgence. Et là, il faut poser un petit peu les affaires, prendre le temps de décider comme il faut correctement, mais ne pas se précipiter. Alors du coup, ouais, voilà, la contradiction, je dirais, de ça, c'est qu'en fait, plus on a quelque chose qui est entre guillemets urgent ou dangereux, et ça a tendance à générer un certain stress, une pression qui fait qu'on veut réagir dans l'urgence. Et alors, comment on fait? Parce que j'ai envie de dire, parfois, c'est un peu une réaction pilote automatique, en fait. Donc, comment on apprend justement à... Eh bien, on apprend par l'expérience, on apprend grâce aux anciens qui sont avec nous. Et ici, on apprend que même si on est à 28 000 km/h, ce qui est la vitesse que nous avons lorsque nous sommes dans l'espace, eh bien, à partir du moment où on a de l'oxygène, ou que la pression de l'habitacle ou du scaphandre, elle est intègre et que nous sommes en vie, eh bien, pour régler un problème de radio, d'électricité ou de moteur, il n'y a pas vraiment d'urgence parce que nous sommes en vie. Si la radio, on l'a pas, eh bien, on ne communiquera pas avec le sol, c'est pas grave, on sait piloter nous-mêmes. Si le moteur ne fonctionne pas, on a encore 25 autres moteurs qui fonctionnent et qu'on peut mettre en marche, et on sait le faire. Donc, il n'y a jamais d'urgence à vraiment aller très très vite pour une procédure. Ce qu'il faut, c'est la faire en détail et être sûr qu'on l'a faite. Et une fois qu'on l'a faite, qu'on soit à 2 personnes ou à 3 personnes pour être d'accord pour la même action. C'est un travail d'équipe. D'accord. Parce que si on va vite, on risque de couper la décision collégiale de l'équipe. D'accord. Et ça, c'est très important aussi en management. Dans les missions que tu as effectuées, c'était toujours des décisions collégiales? C'est des décisions collégiales. Alors, dans la première mission sur Soyouz et Mir, on n'a pas eu de panne grave, on n'a pas eu de panne du tout. Sur le deuxième vol sur la navette, on a eu 2 pannes très graves parce qu'on a perdu un morceau de moteur au décollage et qu'on a eu une panne électrique totale sur le courant alternatif.
Alors au décollage. Est-ce que tu peux nous parler de ces missions? Alors, Oui. Commencer par celle que tu veux, la première ou la deuxième, en l'occurrence, comme tu préfères. Alors la première mission, on décolle de Baïkonour. Après l'entraînement, j'ai fait 2 entraînements, donc on décolle de Baïkonour avec un équipage de 2 Russes et moi. Donc on est à 3 dans le Soyouz et on part en vaisseau Soyouz de Baïkonour avec une fusée qui nous amènera vers la station Mir. Donc le décollage est un décollage impressionnant bien sûr parce qu'on est installé dans le Soyouz d'une façon extrêmement compacte. Le vaisseau est vraiment très très petit, mais tout est à sa place. On a la place pour tout. On décolle juste sur un siège en position sur le dos, avec les genoux qui sont repliés sur la poitrine, donc position fétale, qui surprend un peu au départ. On est en scaphandre. Et le décollage se passe bien. Et bon, c'est assez mouvementé. Il y a des vibrations, du bruit. C'est vraiment intense puisque vous décollez du sol, c'est-à-dire altitude 0, vitesse 0. 9 minutes après, on est dans l'espace, tourné autour de la Terre à 28 000 km à l'heure. Donc on fait 16 fois le tour de la Terre en une journée. Donc c'est quand même extrêmement rapide. Et alors cette mission, c'est quoi l'objectif de cette première mission? L'objectif de cette mission, c'était de faire des expériences scientifiques pour les professeurs français, ingénieurs français, principalement sur l'échographie, donc voir comment le cœur, l'estomac, les organes se réadaptent dans l'espace, donc les principes d'adaptation de l'être humain dans l'espace. Également des expériences sur le système neurosensoriel, comment l'équilibre postural va changer dans l'espace, le neurosensoriel. Expérience sur les radiations, expérience sur les prises de sang, sur les analyses de salive, et aussi des expériences sur les rotations mentales, donc tout ce qui est le cerveau, comment le cerveau s'adapte dans l'espace, et aussi expérience de physique fondamentale sur le point triple, qui est le passage des 3 phases solides, liquides, gazeuses, en apesanteur avec une différence de pression. Donc c'est de la physique fondamentale, parce que la physique fondamentale est toujours ce qui est vraiment au sommet de ce qui va déboucher après sur la physique appliquée ou les applications scientifiques. Donc expérience médicale dans le premier vol, qui s'est bien passé. Pour résumer ce vol-là, disons que c'est un vol où on a rempli tout le contrat scientifique. Les expériences se sont bien déroulées. J'ai eu la chance de pouvoir observer la Terre, donc dans la station Mir, on avait des hublots de 40 cm, donc on voyait vraiment bien la Terre, ou les astres, ou les planètes, ou les étoiles. C'était vraiment extrêmement intéressant au niveau visuel. La sensation de flotter en apesanteur qui était vraiment extraordinaire aussi. Et puis aussi une ambiance avec les Russes, les collègues russes qui était extraordinaire. Comment ça se passe justement, un peu l'esprit d'équipe quand on est là-haut Alors, le vol est stressant parce que moi j'ai amené un vaisseau et 2 cosmonautes nouveaux dans la station spatiale qui allaient rester 6 mois. Moi je restais que 15 jours et je redescendais au sol avec un équipage qui lui avait séjourné 6 mois dans l'espace. Et cet équipage qui avait séjourné 6 mois était quand même fatigué par le vol. Le vol est quand même 6 mois, c'est difficile. Et en plus, dans ce vol de 15 jours, non seulement ils devaient gérer le fait que j'étais là et qu'on était à 5 à bord, qui n'est pas la taille normale de l'équipage, mais en plus, il fallait qu'ils compactent leurs bagages pour ramener les 6 mois de bagages dans le vaisseau Soyouz. Et on a un petit coffre à bagages qui fait à peine 50 kilos. C'est plus petit qu'une voiture. Et il faut tout... Donc, ils n'arrivaient pas à mettre tout dans le bon sens. Et il faut non seulement bien mettre toutes ses affaires dans son coffre à bagages, mais que le centrage correspondant soit bien équilibré pour que la portance du Soyouz dans la rentrée atmosphérique à 28 000 km à l'heure soit correcte, sinon il pourrait avoir une trajectoire mauvaise. Donc ils étaient un peu stressés, je sais qu'ils travaillaient très tard, ils travaillaient jusqu'à 3h, 4h du matin. Moi, ils me laissaient dormir correctement, mais c'est vrai que je les ai sentis tendus, et dans ces moments de tension, j'étais bien avec eux dans le sens où je réussissais un petit peu à les calmer, à les déstresser, à les faire rire, à leur donner des anecdotes françaises. J'avais amené Le Grand Bleu comme film, un film où il n'y a pas trop de dialogue, donc on comprenait bien. J'avais amené de la musique à moi, de la musique française instrumentale, de la musique européenne on va dire, j'avais amené et donc on avait une bonne relation et j'ai vraiment senti très très fort le fait qu'on avait une relation intense, tellement intense que quand je me pose après en Soyouz, 2-3 jours après, je reçois un coup de fil à la maison et il me dit l'équipage veut te parler. L'équipage que j'avais laissé là-haut veut te parler. Bon, je dis
D'accord. Il m'appelle au téléphone à la maison, il me dit Michel, voilà, on a perdu tel son de. Est-ce que c'est où tu l'as mise? Je dis moi je l'ai laissé là, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que non seulement il voulait un renseignement technique, mais c'était l'excuse, il voulait me parler. Ouais. Parce qu'il y avait un lien fort, oui. Il y a un lien fort. Vous passez 15 jours en fait Oui, on était ensemble depuis 2 ans à l'entraînement. Ah oui, aussi. Oui. Et je peux vous dire, il y a un lien tellement fort que l'année dernière, j'ai dû faire une conférence à Moscou avec un club de management. Je n'avais pas été à Moscou depuis longtemps. Et mon commandant de bord, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps, depuis 92, donc ça faisait 25 ans. Eh bien, il est rentré où il était loin de Moscou. Il est venu pour me voir, pour qu'on puisse passer un petit moment ensemble. Les liens amicaux, d'amitié que j'ai eus avec mes collègues russes sont extrêmement forts. Mes commandants de bord, mes ingénieurs, c'est des gens vraiment... des liens sont des liens intenses. C'est des liens, les liens d'espace sont intenses. Et c'est important aussi parce que c'est la même chose aujourd'hui dans la station spatiale où il y a des Russes et des Américains qui ont les mêmes liens intenses. Parce que quand on souffre ensemble avec une personne, eh bien ça crée des liens qui sont forts et qui sont à vie. Et c'est ça qui tient un peu la paix dans le monde, hein, quand on s'imagine les Russes et les Américains qui voulaient s'entretuer. Ben, par le fait d'avoir une station spatiale internationale où il y a principalement des Russes et des Américains, ben, les liens font que les tensions se sont apaisées. Et ça, c'est quand même fondamentalement important, positif pour la Terre et pour les humains. Oui, parce que du coup, donc, les Américains vont aussi se former en Russie et les Russes chez les Américains. Comment ça fonctionne ça? À partir du moment où les Russes ont signé l'accord de coopération en 1993 dans la station spatiale, eh bien, il y a eu d'abord des Russes qui sont venus s'entraîner à la NASA et qui ont volé avec la NASA. J'étais avec eux quand on était à l'entraînement. Puis après, il y a eu des missions entre la navette spatiale et la station Mir. À chaque mission, il y avait l'apprentissage de l'arrimage de la navette spatiale avec une station spatiale, qui était quand même quelque chose de difficile à faire. Puis, à chaque fois, on transportait un astronaute américain qui restait 6 mois dans la station spatiale. Donc, pour que les Américains apprennent ce que c'est qu'un vol longue durée, qu'ils ne connaissaient pas avant. Donc, un échange de procédures qui n'a pas été facile, mais qui a bien fonctionné. Et après, la navette américaine, avec les Russes, a permis de construire la station spatiale. Donc, il y a eu 70 vols pour 10 années, 7 vols par an pour construire cette station internationale. La navette s'est arrêtée en 2011, il y a environ 9 ans. Et depuis que la navette a été arrêtée, tous les astronautes américains ont décollé dans l'espace avec le vaisseau Soyouz. Donc c'était un point de passage obligatoire. Donc tous les Américains s'entraînaient en Russie, à la Cité des Étoiles comme moi, parlaient le russe, connaissaient le Soyouz, ont décollé en Soyouz et sont rentrés en Soyouz. Donc ça fait des liens très forts. Aujourd'hui, avec SpaceX, depuis maintenant quelques mois, les Américains ont repris leur indépendance d'accès à l'espace. D'accord, ok. Alors, cette deuxième mission, comment ça s'est passé? Alors, une mission vraiment particulière, parce que c'était une mission, la première mission commandée par une femme, Aline Collins, qui était la première femme pilote de chasse, pilote d'essai des États-Unis, qui avait fait déjà 2 vols comme copilote en place droite, et donc c'était son 3e vol comme commandant de bord en place gauche. Un vol avec 5 personnes à bord et 5 jours uniquement, parce qu'on transportait un télescope qui était très lourd, et c'est un télescope qui va chercher les rayons X émis par les trous noirs, les étoiles à neutrons, les quasars, tous les phénomènes stellaires assez importants. Donc c'est un télescope qui s'appelle Chandra, qui a été développé sur 20 ou 30 années par la NASA, donc il coûtait extrêmement cher. Et donc là, c'est un décollage avec avec la navette, fusée, la navette Columbia. Columbia. Donc c'est une espèce de navettes spatiales qui sont sur des boosters. Exact. Et qu'ensuite on ramène au sol un peu comme un avion. Comme un avion, comme un planeur hypersonique. Donc on décolle. Donc c'est un travail assez intense. L'entraînement est intense, mais la différence vraiment entre le travail à l'américaine et le travail des Russes, c'est que la checklist commence au décollage et chaque seconde compte. C'est-à-dire qu'à peine arrivé dans l'espace, il faut déjà ouvrir les portes de la soute, enlever le scaphandre, ranger les sièges. Chaque chose est minutée et chaque chose doit être faite dans son temps imparti. Et ensuite, nous, on a décollé à minuit pour lancer le télescope à 7h du matin. Et je me souviens que du décollage jusqu'à 7h du matin, j'ai même pas eu le temps de me changer. J'étais encore dans mon babygros de décollage et j'ai même pas eu le temps d'aller aux toilettes ou de faire quoi que ce soit. Donc c'était mission principale, lancer le télescope. Ensuite, on s'est couché. Et le lendemain, quand on s'est réveillé, on a pu s'occuper des expériences secondaires. Donc j'avais des expériences sur les séparations de cellules en apesanteur, sur les mémoires de forme de certains métaux, sur différentes expériences qu'on avait à faire, bien sûr.
Et après, on s'est posé au sol. Donc, une mission qui a bien réussi, si ce n'est qu'au décollage, on a quand même perdu un morceau de métal d'environ 10 cm qui a tapé sur la tuyère droite du moteur. Donc, on a une fuite d'hydrogène à droite. Donc, on a un moteur qui est monté à 70% de la température limite, qui était 100%. Donc, on avait perdu un moteur au décollage. Et ensuite, on a eu une panne électrique totale alternative après le décollage. À 0 seconde, dès qu'on se lève, on a eu tout le tableau de panne allumé, grosse panne. Et cette panne... Alors comment ça s'est passé cette panne, on a dû intervenir parce qu'on a dû couper tous les ordinateurs qui protégeaient les moteurs des surrégimes de cavitation à l'extinction des moteurs. Et donc cette panne, on l'avait faite au simulateur de façon accidentelle 3 semaines avant le décollage. C'est-à-dire que on avait eu un entraînement qui avait duré 1 an, puis un retard qui avait duré 1 an. Pendant cette année de retard, on a refait des exercices au simulateur. Et on avait tellement répété les pannes, on avait fait toutes les pannes, que l'un des instructeurs a dit, bon, on va vous faire la panne électrique totale au décollage. Ça n'arrive jamais, mais comme ça, au moins, vous l'aurez vu une fois. Ça n'arrive jamais. Eh bien, ce qui n'est arrivé jamais est arrivé. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on se rend compte que la préparation vous permet d'évacuer le stress et de ne pas paniquer en cas de stress. Et ça, c'est encore un parallèle avec le management, c'est-à-dire que sur chaque chose qui peut se produire dans une entreprise, si on a une préparation correspondante au problème qui peut tomber en panne ou qui peut vraiment avoir un problème grave, eh bien, s'il y a un entraînement préalable, même un entraînement sur le papier, même une préparation de visualisation sur le papier, eh bien, le stress n'existera pas. C'est ça que j'allais te dire, c'est que faire un entraînement avec suivre des procédures comme on fait dans l'aéronautique, oui. Effectivement ça a tout son sens. Après effectivement un manager peut peut-être avoir un petit peu plus de mal à se projeter sur ok, comment je peux anticiper ça quoi. Alors si le manager ne peut pas le faire, il n'est pas obligé de tout savoir, mais il peut s'entourer de certaines personnes pour l'aider, soit des personnes de son groupe à lui, de son entreprise, soit des personnes qui connaissent à l'extérieur. On n'est pas obligé de tout savoir, mais on peut très bien demander des conseils à des personnes qui sont spécialisées pour ça. Mais des consultants en gestion des risques, des gens qui vont regarder les risques au niveau financier, les risques au niveau opérationnel, technologique, la prospective à 5 ans, à 10 ans, la prospective géopolitique, comment le marché va évoluer dans certains domaines. Et ça, si on ne le sait pas soi-même, on peut très bien le demander, le conseil aux personnes qui connaissent. D'ailleurs, nous, on a un exercice qui est intéressant, c'est que quand on fait nos missions en simulation, on avait 2 simulateurs, donc un motion base, un simulateur qui bouge donc verticalement et horizontalement, qui représente la navette qui décolle à la verticale et ensuite qui passe à l'horizontale. On avait un simulateur fixed base, donc un simulateur qui ne bouge pas, où là on répète la procédure du vol longue durée, quand la navette est transformée en station spatiale. Mais quand les simulateurs étaient pleins, parce qu'ils étaient très occupés, eh bien on avait des paper sim. C'est-à-dire on se mettait sur un bureau, tout l'équipage à 5, avec les instructeurs, et les instructeurs défilaient des pannes, et nous on était sur un papier entre nous, et on allait dire ce qu'on allait faire réellement avec les interrupteurs. On répartissait les checklists entre chacun, on avait d'ailleurs nos checklists avec nous, mais on disait ce qu'on allait faire sans intervenir sur les interrupteurs à réel de la navette. Donc c'est vraiment c'est de la simulation de la simulation. Ouais. On peut le faire autour d'une table avec un papier. Et ça, en entreprise, on peut le faire de façon parfaite. D'accord. On est aujourd'hui dans un contexte assez compliqué, de manière économique, mais je dirais aussi de manière émotionnelle, avec le confinement, tout ce qui se passe, les privations de liberté aussi. Quel conseil tu pourrais donner, toi qui as été quelque part habitué à être confiné, quel conseil tu pourrais donner pour essayer de garder le moral justement dans ces moments un peu difficiles Alors, le confinement doit s'aborder avec une organisation. Une organisation, c'est-à-dire d'avoir d'abord l'esprit clair sur ce qui va se passer, garder l'esprit positif, profiter de ce temps que nous avons étant confinés pour faire des tâches qu'on n'a pas réussi à faire, lire, ranger ses photos, faire du bricolage, faire ce qu'on a à faire, etc. Et aussi, ne pas se laisser diverger, c'est-à-dire avoir un timing précis. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit se lever à 11h du matin, mais c'est d'avoir un programme complet de rigueur, de lever à 8h du matin, d'avoir un cycle presque habituel, mais le faisant à la maison. Avoir des bons moyens de communication, donc des ordinateurs qui communiquent bien, des bons outils comme Zoom ou autres, pour
recevoir des conférences ou en donner pour communiquer, téléphoner aux gens qu'on n'a pas appelés depuis longtemps. Effectivement. La communication est importante. Et aussi avoir un temps de travail sur l'ordinateur qui sera un temps obligatoire, bien sûr, mais aussi un temps d'exercice. Il faut quand même faire de l'exercice parce que l'exercice, comme chez les astronautes, c'est vraiment votre survie psychologique. C'est-à-dire qu'en faisant 1 heure d'exercice, quoi que ce soit, ça peut être yoga, ça peut être des haltères, ça peut être des push-ups ou bien des squats. Ce que vous faites 1 heure par jour, ça vous permet de vous oxygéner un petit peu, de penser à autre chose, et aussi avoir un référentiel qui est un référentiel culturel, que je dis un référentiel culturel actif, comme la lecture. Ne pas être scotché devant la télévision à recevoir de façon passive des informations toute la journée, qui en général sont des informations un peu négatives, mais savoir au contraire se plonger dans des livres, lire et regarder ce qu'il y a autour de nous. Par exemple, moi, au début du confinement, donc au mois de mars, dès qu'il y a eu le confinement, j'ai commencé à lire les derniers prix Goncourt de littérature. Donc j'en ai lu un, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'ai fait les années progressives, donc je suis revenu en arrière. Et au total, j'ai lu les 15 derniers prix Goncourt. Et je me suis vraiment enrichi. Et je ne regrette pas ce temps-là parce que j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Et j'ai eu un plaisir à lire. Donc dans ces moments-là, il faut vraiment se plonger dans des choses de base comme la lecture, écouter de la musique, ou bien faire de la musique, faire de l'instrument, ou cultiver. J'ai un petit jardin chez moi, donc je cultive mes salades, et d'avoir une diversité dans ces activités pour que l'environnement soit vivable. D'accord. Et, autre question, cette fois, c'est pour tous les managers ou les chefs d'entreprise qui justement font face qui se prennent cette crise de plein fouet de manière économique principalement, avec des licenciements, des choses comme ça. Quel conseil tu pourrais te donner, quel message tu as envie de leur donner pour essayer de moi, je pense qu'il y a un parallèle à faire entre la crise actuelle que nous avons dans les entreprises et puis ce qu'on fait quand on est astronaute, c'est-à-dire faire une liste de priorités et refaire sa liste de priorités régulièrement. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une entreprise qui peut avoir des problèmes financiers ou autres, et bien savoir comment ça se passe au niveau financier. Est-ce qu'on est vraiment au-dessus de zéro ou en dessous de zéro? Quelle est la marge que nous avons? Est-ce que cette marge permet de tenir 1 mois, 1 an, 2 ans? Et en fonction de ce que nous avons comme marge, qu'est-ce que nous pouvons faire? Soit avec les banques, soit avec son activité. Mais vraiment, faire une liste, il faut remettre les choses à zéro et de façon honnête. C'est ce que j'appelle dans mes conférences avec les managers, c'est d'avoir l'alignement intellectuel, la congruence, c'est-à-dire je pense, je dis, je fais, soit aligné, c'est-à-dire avoir vraiment l'honnêteté de reconnaître où on est. C'est pas la peine de dire que ça va bien si ça va mal. Au contraire, si ça va mal, il faut aller jusqu'au point réel de là où ça va mal. Et après, savoir que nous ne sommes pas seuls, donc il y aura des aides et qu'il y aura quand même des jours meilleurs, puisque cette phase de virus est une phase catastrophique, mais le vaccin arrive, plusieurs vaccins arrivent, les gens se font déjà vacciner, donc on est obligé, à partir d'un certain moment où les gens seront vaccinés, que le virus sera arrêté ou diminué. Donc il y aura des jours meilleurs, donc il faut croire aux jours meilleurs. Et il faut penser à ce qui nous reste et pas à ce qu'on a perdu. Ça, c'est très important aussi. C'est vraiment la technologie et la spiritualité d'Apollo 13. C'est-à-dire, j'ai 3 conteneurs cryogéniques, j'en ai perdu 1, il m'en reste 2. Qu'est-ce que je peux faire avec 2? Ce qui est perdu, j'en parle même pas. C'est perdu, c'est pas la peine. Sur le passé. Donc, nous avons perdu cette année presque 1 an d'activité. C'est perdu, c'est perdu. C'est même pas la peine d'en parler. Par contre, il me reste quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pu faire avec ce temps où je n'ai pas travaillé? Qu'est-ce que j'ai pu transformer? Qu'est-ce que j'ai pu modifier? J'ai pu m'adapter. Et qu'est-ce que je pourrais faire ensuite? Quel est mon plan de marche? Et ça, il faut le faire honnêtement. Et puis vraiment se faire aider, bien sûr, pour des conseils intérieurs ou externes. Super. Écoute, merci Michel. On est un peu pressé par le temps parce que tu vas repasser ta certification de pilote. Je suis très heureux que tu aies pu passer quand même cette heure avec nous. Je voulais simplement que tu puisses nous rappeler un peu les sujets phares sur lesquels tu interviens le plus fréquemment dans les entreprises. Alors, mes sujets phares, c'est une navigation entre 2 paradoxes.
c'est-à-dire entre le paradoxe de Fermi et le paradoxe d'Abilène. C'est-à-dire Ça veut dire le paradoxe de Fermi, c'est-à-dire d'où nous venons, où sommes-nous, où allons-nous. Et c'est pour ça que nous allons dans l'espace. Et le paradoxe d'Abilène, c'est comment la gestion des crises passe par l'humain. Que ce soit difficile ou pas, que ce soit la gestion de l'accident de Challenger, de Columbia ou d'Apollo 13, eh bien l'humain peut faire l'échec ou la réussite. Ok. Merci beaucoup Michel. On retrouve ton profil, vous retrouverez son profil sur notre site. Merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est que ça vous a plu, le profil de Michel vous a plu, donc n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager. Ça nous aidera à continuer de faire ces podcasts avec des personnalités inspirantes comme Michel. Merci encore Michel et à bientôt.